Ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, c'est de partir loin. J'ai 4 vies. J'ai une vie où j'étais analyste financier, une vie où j'étais banquier d'affaires, une vie où j'étais investisseur, et une 4e vie où je suis manager d'une société. Et j'espère, une 5e vie. C'est très amusant quand je regarde ce parcours de vie dans lequel, effectivement, j'ai commencé dans l'immédiateté, dans la finance, dans le gain, dans la mesure du gain, dans les conseils financiers, dans l'investissement, puis après dans le management, puis maintenant je suis de plus en plus sur le côté social. C'est vraiment une étoile qui me guide. Je ne sais pas où je vais aller, mais il y a un parcours qui se trace devant moi sans que je le sache. Donc je ne sais pas où il va m'emmener, mais en tout cas j'y vais. Est-ce que c'était envisageable que quelqu'un qui vienne du monde de l'investissement, du private equity, 20 ans dans la finance, avec une certaine arrogance, donc quand je me regarde dans la glace, je suis pas très fier de temps en temps, puisse aller gérer une société dans 120 pays, 300 000 personnes, alors que je n'avais jamais géré plus que 50 personnes dans ma vie? Ouais, ce risque-là, il était inouï. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai pris, ce sont les administrateurs quand ils m'ont nommé. Je pensais que c'était le domaine du possible. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Donc, ça a pris du temps. Le conseil m'a fait confiance. Les collaborateurs, pas du tout au début. Probablement parce que j'étais encore morveux, arrogant, et probablement j'avais pas les bons mots, ni probablement la bonne présence. Et après, je suis parti voyager, rencontrer les gens d'accord, j'ai adoré. Donc, puis après, j'ai découvert des gens qui n'avaient pas vu la lumière et qui n'avaient pas donné un poste. Donc, je les ai embarqués avec moi. J'ai pris une décision qui était très difficile et probablement la meilleure, sans savoir. Au bout de 3 mois où je suis parti dans 40 pays du groupe, les 3 mois, le lendemain de mon arrivée, parce que j'avais besoin de connaître le groupe de l'intérieur. Je suis rentré, j'ai rencontré des gens dingues, 2500 personnes, petit déjeuner, dîner, 25 personnes étaient là à chaque fois. J'étais tout seul, je ne voulais pas voir les patrons de la région. Et j'interdisais aux gens de quitter la réunion sans me dire un mot. Et je leur dis, parlez de moi, de sexe, de religion, de finance, de votre famille, de tout. Et quand je suis rentré, j'étais ébahi, puisque tous ces gens-là m'ont dit, ce groupe n'a pas de direction, on ne sait pas où on va, tout ça est franco-français, il n'y a que des expatriés, vous ne savez pas qui nous sommes. Heureusement, ils adoraient les marques, c'est pour ça qu'ils étaient encore là. Et donc, en rentrant à Paris, j'étais tellement bouleversé et énervé que j'ai demandé à 45 sur les 50 cadres du groupe de partir en une semaine. Un tiers le méritait probablement depuis très longtemps. Un tiers l'aurait probablement mérité dans les 12 mois et un tiers, c'était parfaitement injuste. Mais je ne savais pas qui était ce dernier tiers. Mais j'avais besoin que tous ceux qui étaient en réticence avec mon arrivée s'en aillent, parce que sinon ça s'appelle des boulets, sinon ça s'appelle des couteaux dans le dos, puis sinon c'est trop triste, c'est la mauvaise énergie. Et donc ces 45 personnes, je les ai remplacées par 45 personnes que j'avais rencontrées en 90 jours, qui étaient top et qui n'étaient pas français. Il se trouve que cette décision, au bout de 3 mois, a tout changé dans ma capacité à embarquer tout le monde. Parce que les gens ont reconnu qu'enfin, ce groupe appréciait la différence. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et je ne l'avais pas vu dans un livre, parce que je ne lis jamais des livres de management. Ça n'a aucun intérêt. Pendant des années, j'avais un ordre de priorité qui était d'ailleurs assez étonnant, qui était l'actionnaire était en premier, puisque j'étais mesuré sur le risque et sur le rendement. Après ça, je mettais probablement les gouvernements, les stakeholders, les partenaires, et je mettais en dernier les collaborateurs. Depuis maintenant 11 ans, ça m'a pris bien quand même 1 an et demi, mais depuis 8 ans et demi, je mets les collaborateurs loin devant les actionnaires. D'ailleurs, je me fais engueuler pour ça. Parce que si on n'embarque pas les collaborateurs, on n'aura jamais la rémunération pour les actionnaires. J'adore mon job aujourd'hui parce que j'embarque des gens, parce qu'on a la capacité d'embaucher plus de 100 000 personnes par an, dont 2 tiers n'ont jamais été à l'université, n'ont jamais fait les grandes écoles, et 2 tiers qui n'ont jamais eu de boulot avant. Et on les prend au Nigeria, au Sri Lanka, au Chili, et c'est extraordinaire, cette capacité de pouvoir donner une chance à quelqu'un. C'est pour ça que j'adore mon métier. J'ai appris ce que c'était que la générosité, le respect, la différence, l'acceptation du temps. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il s'appelle Joël de René. Je lui ai demandé un jour, Joël de René est un physicien et il est le vice-président de l'Académie des sciences. Et je lui dis, Joël, s'il te plaît, explique-moi la différence entre le temps long et le temps court. Et il m'a dit, Sébastien, c'est pas la bonne question. Le temps long et le temps court, tu sais très bien la différence. Ce que tu dois apprendre, c'est le temps large. Le temps large, c'est ta bibliothèque.
C'est quand tu vas enfin prendre 2 heures quand tu es à Tokyo pour aller visiter un musée. C'est quand tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne t'attendais pas rencontrer. Tu vas comprendre que cette personne est un philosophe. Plus tu vas donner de temps au temps large, plus tu sauras maîtriser le temps court et le temps long. J'ai jamais oublié ça. Alors, est-ce que je le fais vraiment? Compliqué. Est-ce que j'ai envie de temps large? Oh que oui. Ma vie est faite de rencontres et de découvertes. Et c'est pour ça que j'ai toujours envie de continuer. Bon, maintenant, je suis marié depuis 39 ans à la même femme et je suis enchanté. Hein, donc, c'est un doux mélange. J'ai une espèce de sérénité familiale. J'adore mes petits-enfants. Ils sont que 5. S'ils pouvaient être 12, j'adorerais, mais ça va peut-être venir. J'ai besoin de ce socle. Ça, ce sont mes fondations. Très importantes. Après ça, j'ai besoin d'imprévus. J'ai besoin de risques. J'ai besoin d'audace. J'ai besoin de transformation. En fait, j'ai besoin de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, je m'emmerde. Mais j'ai pas de Graal. J'ai pas d'envie de pouvoir, ni de positionnement social, ni d'être reconnu. En fait, je n'aime pas les gens qui vivent dans les yeux des autres. Donc, je ne lis jamais ce qu'on dit sur moi. Je ne regarde jamais les vidéos que je fais. Je ne suis sur aucun réseau social. Zéro. Je ne suis pas sur LinkedIn. Donc, comme ça, je gagne au moins 3 heures de temps par jour à ne pas aller me balader pour savoir ce que fait un tel ou ce que... Voilà. Donc, je suis très déconnecté de ce monde médiatique 24 heures sur 24 parce que j'ai besoin de m'en départir. En fait, j'aimerais bien revenir un peu en arrière. J'aimerais bien qu'on passe plus de temps dans la réflexion que dans le côté immédiat. Je vais courir 2 fois par semaine. Et c'est pendant que je cours, jamais avec de la musique, jamais avec un truc dans les oreilles, c'est le moment où je réfléchis. C'est-à-dire le moment où je prends des bonnes décisions. Alors après ça, il faut que je me souvienne de ce à quoi j'ai pensé en courant, mais c'est un moment hyper important de déconnexion. Les avions aussi, quand la porte de l'avion se ferme, ça fait 10 ans que je mens à tout le monde en disant que le Wi-Fi marche pas dans l'avion. Parce que j'ai pas envie qu'on rentre dans ma vie dans un avion. Donc c'est mon moment à moi où je peux laisser ma tête partir dans tous les sens, mon cerveau, penser à plein de choses complètement différentes. Ah, c'est le moment où je m'échappe. Et donc j'ai besoin de m'échapper avant de revenir dans le temps réel. Donc j'aime bien ces moments-là, donc c'est en partie mon équilibre. Je suis rarement trompé. En fait, j'ai une assez bonne lecture sur les gens. Mais en fait, j'ai un ordre qui est très clair dans ma tête depuis longtemps et qui me sauve. Et puis, j'espère que cet ordre marchera au plus grand nombre. C'est qu'à chaque fois que je prends une décision, je commence toujours avec mon estomac. Qu'est-ce que me dit mon instinct, mon bide? On appelle ça les tripes. Une fois que mon estomac me dit un truc, très vite, ça va vers le cœur. Et le cœur me dit en quoi cette décision va avoir de l'impact sur autrui. En quoi elle est généreuse, en quoi elle est impactante. Et une fois que je suis passé de l'estomac au cœur, je passe au cerveau. Et le cerveau me donne juste la temporalité, c'est-à-dire à quel moment faut-il prendre cette décision. Ceux qui commencent avec le cerveau se trompent assez souvent. Voilà. Et j'ai un truc qui agace beaucoup de gens autour de moi, surtout ceux qui m'aiment et qui vivent avec moi. Et je comprends que ce soit totalement agaçant. Vous n'imaginez pas ce que j'ai confiance en moi. Donc, je me lève tous les matins. Alors, je me dis pas tous les matins que je suis beau, que je suis grand, que je suis intelligent. Enfin, on n'est pas loin quand même. Donc, il y a un côté extrêmement narcissique et un peu égocentrique, sans, j'espère, faire trop de mal. Mais je ne stresse jamais pour les choses que je ne contrôle pas. Je n'ai jamais peur. J'ai envie de bouger, j'ai envie d'embarquer quelqu'un, j'ai envie de foncer, j'ai envie de transformer, j'ai envie de faire des choses différentes. Donc, mes parents m'ont donné confiance en moi. Ma grand-mère m'a toujours dit, quand tu marches dans la rue, regarde le premier étage. Ne regarde jamais tes pieds. Donc, j'espère ce que j'essaie de donner à mes enfants, c'est de croire en eux. Et quand ça marche pas, de leur dire, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc, cette foi en soi, tout le monde n'a pas ça, hein, et je comprends ça très bien. Et c'est pour ça que je dis que ça agace. Mais mon Dieu, elle m'a jamais quitté. J'ai envie d'aider. Je passe pas mal de temps en ce moment sur l'enfance. Il y a trop de gens malheureux sur Terre. Il y a trop de gens qui n'ont pas eu de chance. Il y a trop de gens qui n'ont pas eu accès à des privilèges. Donc, j'ai envie de passer du temps avec ceux qui ont besoin de moi et de temps. Si vous ne l'avez pas encore rencontré une femme qui s'appelle Céline Gréco, professeure de médecine à Necker, qui est venue de l'aide sociale à l'enfance, qui était quelqu'un qui a été battu dans son enfance. Vous rencontrez cette femme-là, vous partez à la guerre avec elle. Vous avez plus de 50% des sans-abri sont des enfants qui ont été battus lors de leur adolescence. Bah, ces gens-là, personne ne leur a tendu la main. On les a laissés sur le côté. Et pourquoi on ne s'en occuperait pas? Donc voilà, ça sera mon côté d'architecte. J'aurais pas bâti quelque chose, mais j'aurais peut-être laissé une trace.